Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entrepreneurs. Ce soir, nous avons une grosse émission car ce sont les 100 ans de l'enseignement agricole en Guadeloupe, donc de 1924 à 2024. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place sur le territoire tout au long de l'année. Vous allez voir, on va vous expliquer un petit peu ce programme. Nous avons un super plateau avec plusieurs directeurs et directrices de centres de formation, d'écoles agricoles, de tout ce qui se fait pour apprendre ce fameux métier sur notre territoire. Alors bonjour, je vais commencer, voilà, on va commencer dans l'ordre. Alors bonjour Monsieur Thierry Plumin. Bonjour. Vous allez bien? Ça fait longtemps. Ça va, ça fait longtemps. Alors vous êtes directeur du CFA de Guadeloupe? Du CFA, Centre de formation d'apprentissage agricole. Donc merci pour votre présence. Ce soir, à côté de vous, il y a Madame Magda Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice MFR de BMAO. Tout à fait, tout à fait. Alors, MFR, qu'est-ce que c'est? Maison familiale rurale. D'accord, super. Vous allez un petit peu nous expliquer pendant toute cette soirée ce que vous enseignez à nos chers bambins lorsqu'ils viennent dans votre établissement. À côté de vous, nous avons Madame Pasti Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice, c'est à Convenance, c'est ça? Oui, je suis directrice de ce qu'on appelle un EPLE-FPA, établissement public local d'enseignement de la formation professionnelle agricole. Et je pense, pour que ce soit plus clair dans les esprits, maintenant on se dénomme Guadeloupe Agrocampus. D'accord. Et je vous expliquerai ce qu'il en est. D'accord, bon merci beaucoup. À côté, donc, nous avons une étudiante en BTS DRAC. Dark, ben voilà. Donc Madame Bibrac, bonsoir. Enchantée. Effectivement, je suis étudiante. Ça va faire ma 6e année que je suis au sein de l'enseignement public agricole. Public agricole qui dépend du ministère de l'Agriculture. Et BTS DARC, donc développement de l'agriculture en région chaude. Et d'autres, on a une formation beaucoup axée sur la gestion d'une entreprise agricole, de la comptabilité, savoir gérer une entreprise, les débouchés. D'accord, beaucoup de questions à vous poser parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur notre territoire. Exactement. À commencer peut-être par l'eau, on en reparlera, on reviendra tout à l'heure, je poserai la question. S'il y a des nouveautés, peut-être qu'il faudrait mettre en place pour que les agriculteurs puissent travailler. Et ensuite, pour finir, nous avons Monsieur Loïc Bourdi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aussi le président du conseil du centre, alors CFPPA. Oui, alors c'est le centre de formation destiné plus à un public adulte. Et c'est celui de Grande-Terre. Celui de Grande-Terre. Et il est où? Vous êtes situé où? À Petit Canal. À Petit Canal. Merci beaucoup. Alors déjà, avant de commencer, parce que vous allez nous parler du centenaire, mais avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous apprenez? Pourquoi il y a autant de centres de formation différentes? Pourquoi il y a autant de publics différents? Est-ce que vous pouvez présenter vos établissements? Allez-y, commencez, on va repartir de là. Wow, alors moi je suis un jeune président, donc déjà félicitations déjà. Je débute un peu dans la fonction. On va dire que c'est pour apporter un peu de sang neuf à l'établissement. Le centre de formation de le CFPPA de Grande-Terre, comme je le disais, est destiné à un public plus adulte, puisque il y a des formations, on a beaucoup de reconversions par exemple, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui souhaitent s'intéresser aux métiers liés à l'agriculture. Donc, voilà. D'accord, donc beaucoup de reconversions. C'est pour les adultes à partir de quel âge en général? Dès que c'est pas un public, on va dire, qui sort du lycée, c'est... D'accord, donc majorité. Ça peut être 20 ans, comme 40 ans... Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ce renseignement. Alors pour vous expliquer un petit peu, au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, vous avez 2 grandes maisons en fait qui vont participer à la formation donc de jeunes et de moins jeunes à plus de 200 métiers du vivant, parce que c'est un domaine très très vaste. Donc nous avons la collègue qui s'exprimera tout à l'heure, puisqu'il y a le système des associations de la maison familiale rurale, qui offre des parcours de formation aussi divers et variés. Et nous sommes en tant, comme je vous disais tout à l'heure, un EPLE-FPA, les établissements qui amenons effectivement une diversité de formations. Alors quand je parle de diversité de formation, c'est pour ça, comme je vous disais, qu'on s'appelle un campus. Vous avez la possibilité de suivre une formation initiale scolaire en intégrant un lycée.
Ici, sur la Guadeloupe, on a ce qu'on appelle un LEC-TPA. J'ai plein de gros mots à vous dire. Allez-y, allez-y. Donc, un LEC-TPA, c'est un lycée d'enseignement général, technologique, professionnel, agricole. Cela signifie quoi? Ça signifie en fait qu'on offre sur ce territoire 3 possibilités en formation initiale de bac. Un bac général à consonance scientifique, un bac technologique, aussi à consonance scientifique, le STAV, qui va amener effectivement des techniciens supérieurs de la transformation. Voilà. Et puis nous avons aussi 3 typologies de bac professionnels. Ça, c'est le lycée. Formation initiale scolaire. À côté de ça, nous avons, donc vous pourrez en discuter avec monsieur Thierry Plumin, le directeur du CFA, la possibilité d'avoir de la formation par alternance pour les jeunes, dès aussi post-3e. Et donc ça, c'est le centre des apprentis, le CFA. Donc là, le jeune n'est plus en initiale scolaire, il est apprenti, il est salarié, et en même temps, il vit, il suit une formation sur le site toujours de Convenance. D'accord. Et nous avons à côté de ça, donc ce que disait monsieur Luc Bourdi, notre président du conseil de centre, nous avons 2 centres qu'on appelle CFPPA. Les centres CFPPA, ce sont les centres de formation professionnelle, donc agricole, pour les adultes. Donc nous avons un centre CFPPA sur la Grande Terre avec un seul site, Petit Canal, donc avec monsieur le président. Et nous avons un centre sur la Basse-Terre, cette fois-ci avec 2 sites, le site du Lamentin et le site de Vieux Habitants. D'accord. Donc en fait, Guadeloupe Agrocampus, c'est l'intégralité de ces centres, plus quand même un centre fondamental et essentiel, qui est le centre exploitation. D'accord. Parce que si on fait de la formation des métiers du vivant, il y a quand même essentiellement besoin d'avoir de la pratique et d'avoir une exploitation à disposition de nos apprenants. Donc voilà, donc 3 centres sur le site de Convenance, 2 sites sur la Basse-Terre, 1 site sur la Grande Terre. Et c'est ça, Guadeloupe Agrocampus. D'accord, bon, bah, c'est super ça. Comme ça équilibre un petit peu au niveau du territoire pour les différentes... C'est un très beau maillage, oui. Pour les différentes formations. Alors, Madame Boucher, est-ce que vous pouvez nous parler de votre... centre d'apprentissage, qu'est-ce que je dois dire? Alors, moi je suis la directrice de la MFR de Baie-Mahault, je l'ai dit tout à l'heure, mais je représente aussi l'ensemble des MFR. Alors nous représentons, si vous voulez, la partie privée de l'enseignement agricole. D'accord. Madame a parlé du public. Nous sommes le privé. Alors, nous, la particularité des maisons familiales, c'est l'alternance. Toutes les formations que nous conduisons se font en alternance. Alors, en maison familiale, un enfant, un élève peut arriver en classe de 4e et terminer en BTS. Alors, les MFR, il y en a plusieurs en Guadeloupe. La MFR de Baie-Mahault, mais aussi sur la Grande Terre, la MFR de Petit Canal. La MFR sur la Basse-Terre, la MFR de Vieux Habitants, et pas très loin de nous, celle du Lamentin, et aussi Marie-Galante. Donc nous avons plusieurs sites, plusieurs maisons familiales, et chaque maison familiale est une association, loi 1901, dirigée par des parents, des maîtres de stage, des personnes escalitées. Et au sein de chaque MFR, il y a différentes options. Donc, j'ai parlé de classe de 4e, 3e. Donc, nous avons une filière, on peut dire, collège, en quelque sorte, 4-3, mais aussi des bacs pro, différents bacs pro. Donc, nous allons peut-être en parler peut-être plus tard. Et aussi un BTS. Ce BTS, il est à la MFR de Baie-Mahault. Donc, l'alternance, c'est le principe des maisons familiales. Alors, on parle de formation intégrative puisque sont considérées les périodes de formation en milieu professionnel comme des temps de formation. Donc, nos jeunes ils alternent régulièrement sur toute l'année la formation en centre, mais aussi la formation en milieu professionnel. Et là, nous pouvons avoir différents types. Alors, j'ai parlé de formation initiale scolaire, mais nous faisons aussi de la formation continue et de la formation par apprentissage. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, très, très intéressant. On pourra parler de tout ça tout au long de la soirée. Alors, Monsieur Plumin, comment ça se passe dans votre établissement? Écoutez, le CFA est rattaché à l'EPLFPA, comme disait la directrice. Et en fait, nous faisons de l'apprentissage, donc sur différents secteurs, services à la personne, espaces verts, production agricole, et nous avons également une licence. Donc nous faisons de l'alternance, exactement comme les MFR, sauf que nous, le format du jeune, il a un patron.
Il est en contrat d'apprentissage durant 2 ans et va donc acquérir toutes les techniques pour pouvoir demain s'insérer. Et bon, la preuve vivante est présente sur le plateau parce que M. Bourdi-Loïc est président donc, du conseil de centre, mais il est agriculteur et il a été formé au CFA. Ah, bah c'est bien. Et il est maître d'apprentissage. Voilà, depuis peu, il est venu. Donc voilà. Ah bah c'est très bien. Bah, félicitations, comme je disais tout à l'heure. Alors, avant de commencer à parler vraiment du centenaire de l'enseignement agricole en Guadeloupe, je voudrais savoir, est-ce que c'est facile pour un jeune de trouver des stages? Est-ce que vous, sur ce point-là, ça se passe bien? Est-ce que nos agriculteurs prennent des jeunes en apprentissage? Comment ça se passe de ce côté? Alors, il faut bien faire la différence entre le stage et l'apprentissage. Oui. En stage, vous ne payez pas le jeune. Encore que, voyant évoluer, maintenant, ça a un peu bougé. Enfin, voilà. Alors, selon les secteurs, il y a des secteurs qui sont des métiers à attention où on cherche des jeunes. Il ne faut pas se leurrer. Par exemple, si on prend tout ce qui est espace vert, eh bien, c'est vrai que les jeunes ils arrivent à trouver des patrons. Après, la question va être en fonction de leur lieu de résidence par rapport au territoire. Est-ce qu'ils vont trouver une entreprise pas trop loin, parce qu'il y a la problématique de transport. Mais de manière générale, même si ça peut être un peu compliqué, mais en agriculture, les agriculteurs jouent le jeu. Service à la personne, le contexte, l'après-Covid fait que les choses sont devenues un peu plus compliquées. Mais de manière générale, et tous secteurs confondus, il y a beaucoup de professionnels qui jouent le jeu de l'apprentissage. D'accord. C'est ça, effectivement, nous rencontrons effectivement un certain nombre de difficultés. C'est vrai que nous avons, nous, dans le giron des MFR, nous avons 4 établissements qui conduisent le bac pro SAPAT. Et effectivement, depuis la crise Covid, nous rencontrons un certain nombre de difficultés sur notamment les hôpitaux, les cliniques, etc. Tout ce qui relève du paramédical, du médical. Et donc là, nous avons effectivement un certain nombre de tensions là-dessus. Sur la filière commerce, un peu moins, puisque nous avons aussi ces filières-là. Et puis, tout ce qui est aménagement paysager, ça a l'air d'aller pour l'instant. D'accord. Voilà. Alors, si je peux me permettre d'intervenir aussi, je ne sais pas quel niveau de liberté de parole j'ai. Allez-y, totale, liberté totale. Pour moi qui ai suivi donc un bac STAV, sciences, technologies, de l'agronomie et du vivant, donc axé sur 3 options, transformation, production et aménagement. Donc on a dû, comme tout l'enseignement du lycée, avoir donc, des périodes de stage. Ça n'a pas été compliqué de trouver des stages, des maîtres de stage, des exploitations qui voulaient bien nous accueillir. Par contre, dans mon BTS, comme on est axé sur la gestion, dans notre dossier final, on a besoin de documents comptables. Et c'est assez délicat quand on va se présenter à un agriculteur de lui dire qu'on est motivé. Bien sûr, on arrive avec notre motivation, notre sourire, notre bonne volonté. Et dès qu'on aborde le sujet justement de la comptabilité et on aura besoin justement de ces documents-là, c'est tout de suite un peu délicat. Et c'est assez compliqué, surtout parce que les exploitations en Guadeloupe aujourd'hui, c'est beaucoup d'exploitations familiales. Et trouver des exploitations qui ont une gestion comptable sérieuse, un bon suivi avec tous les documents pour vraiment avoir un support de travail efficace, c'est ça la partie assez délicate, surtout sur les années, parce qu'on nous demande pour notre dossier d'avoir une gestion sur plusieurs années. Donc ça, faut être assez attentif là-dessus, parce que ça joue sur notre final et le résultat. Exactement, sur la qualité du compte-rendu qu'on va faire. Et c'est ça qu'on apprend aussi dans notre formation, c'est nous, en tant que futurs installés, si on le souhaite évidemment, c'est d'avoir cette rigueur de gestion, parce que quand on a une bonne gestion, on a beaucoup d'avantages, que ce soit financier ou même pour avoir accès aux subventions beaucoup plus facilement. Donc c'est ça qu'on nous apprend, on met beaucoup l'accent là-dessus, et je trouve que c'est important, je remercie mes professeurs d'ailleurs d'avoir cette bonne conscience-là, d'être sérieux, parce que être agriculteur, c'est plus un métier de transmission, mais on doit la gérer avec autant de sérieux qu'une vraie entreprise. On est des entrepreneurs avant d'être des agriculteurs, et c'est aujourd'hui ce qu'on a besoin de Et ça, d'ailleurs, mettre en application.
souvent problème puisqu'ils n'ont pas le temps. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Allez-y. Je vais me permettre de rebondir. Pour faire les papiers. Elle a quand même bien dit aujourd'hui. Bon, j'aime bien dire qu'avant, si l'agriculture était vue comme une voie de garage, aujourd'hui c'est un vrai métier qui demande une certaine rigueur, qui demande de la gestion. Et l'apprentissage, c'est tout à notre avantage puisque la main-d'œuvre agricole, c'est tellement compliqué à trouver. Et aujourd'hui, on a tellement de temps à consacrer à l'administratif que avoir un apprenti, le former pour qu'il devienne un futur employé de l'exploitation, ce serait le rêve, je pense, de tout agriculteur. Donc, j'entends que tu nous as tapé un peu sur le doigt, là. Elle a raison, en réalité. On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui en Hexagone. Les agriculteurs tapent du poing parce que administrativement, c'est compliqué. C'est trop lourd. Donc, il y a déjà la première partie, gestion, comptabilité. Mais si en plus on veut pouvoir bénéficier d'aide, comme elle l'a dit, on doit être sûr de maîtriser l'aspect gestion, quoi. Et juridique. Donc on est agriculteur, mais on a au moins 10 casquettes différentes parce qu'on est gestionnaire, commerçant, parfois plombier, maçon. On doit tout faire. Donc aujourd'hui, j'insiste sur le fait qu'agriculteur, c'est vraiment un métier. Et je pense qu'on va rebondir tout à l'heure dessus. La formation a son importance parce que le métier évolue. Avec le changement climatique, il y a tout qui évolue. Donc on est obligé de se former en continu, quoi. Effectivement, merci beaucoup. Donc ça, important. Je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur parce que je vois qu'il y a des choses à développer dans l'apprentissage. Vous allez nous en parler. Je pense peut-être que la partie administrative, peut-être qu'il faudrait au niveau des formations développer ça sur le territoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de centenaire? Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? 100 ans effectivement, c'est un anniversaire déjà, donc ça doit être un moment festif. 100 ans de la formation de l'enseignement agricole sur ce territoire, c'est un temps pour valoriser. Parce que comme disait tout à l'heure M. Bourdi, je pense que les formations agricoles ne sont pas mises assez en lumière. On ne parle pas assez de la noblesse de ces formations et de l'importance de ces formations. Pourtant, avec les périodes qu'on a vécues, si on se rappelle tous de ces temps Covid, sans les agriculteurs et les agricultrices, on s'est bien rendu compte qu'on allait avoir du mal à survivre. Les paniers ont été mis en place. Je crois, ça allait être compliqué. Donc, ces métiers sont de nobles métiers, ce sont de nobles formations. Donc, il faut qu'on arrive à les valoriser. Et justement, cet anniversaire doit être l'occasion de fêter et de mettre en valeur tout type de formation. Apprentissage, formation initiale scolaire, des bacs généraux, des bacs technologiques, des bacs professionnels. C'est ça qui est important. Et ce qui est riche dans cette formation agricole, c'est cette capacité justement de melting pot. Ça cohabite, ça fonctionne ensemble, ça se nourrit ensemble. Donc pour ces 100 ans, en fait, 1924-2024, il va y avoir, depuis janvier, on a débuté, il va y avoir un temps fort par mois. Donc en janvier, c'est des premières je vais y arriver. Non, pas médiation. Voilà, médiatisation, je vais y arriver. Et puis, il était prévu, là, en février, mais on a été pris par la pluie. Il va y avoir, effectivement, le samedi 10, course, marche, déboulé. Et la météo ne nous a pas permis de faire les 5 km, j'avais reçu, effectivement. Mais la météo nous a eu. Donc, ça va être reporté. Nous avons, donc ce sera reporté, nous avons effectivement, en lien aussi avec la MFR, mais je laisserai peut-être la collègue présenter, plusieurs temps forts en fait, de débat tout au long de l'année. Donc il y aura au mois de mars au niveau du Lamentin, au mois d'avril sur BMAO, il ne faut pas que j'en oublie. Au mois de juin, ce sera ce petit canal. Au mois de, je crois après c'est septembre, voilà, donc là, Marie-Galante. Voilà. Ça s'affiche à l'antenne. Exactement, pour les gens qui très bien. Voilà, parfait, ça va m'aider. Et puis, nous allons avoir, pour venir sur Guadeloupe Agrocampus, on va avoir un autre temps fort aussi, toujours dans la valorisation et dans l'aspect festif, les portes ouvertes du 22 et 23 mars. Donc, le 22, l'objectif, c'est avant tout, comme le nom l'indique, c'est d'attirer le public scolaire collège,
mais aussi le public scolaire des lycées, puisqu'on a bien parlé de nos formations supérieures avec les BTS, mais aussi avec les licences pro. Donc, quelle que soit l'origine du bac, si on a un bac scientifique, on peut effectivement venir se former sur des métiers du vivant en intégrant nos formations supérieures. Donc ça, ce sera cet accueil-là le vendredi. Et le samedi, vraiment porte ouverte, c'est-à-dire accueil tout public, avec un marché agricole et avec aussi une manifestation avec des conférences qui seront mises en place en hommage notamment à Monsieur Philogène, qui était un père fondateur de l'enseignement agricole en Guadeloupe. Nous allons avoir aussi courant avril la fameuse journée de l'arbre. Je pense que nos concitoyens connaissent cette journée de l'arbre. On aura d'autres colloques autour de l'agriculture moderne, de comment s'adapter en fait à tous nos changements climatiques, nos transitions agroécologiques. Nous aurons des intervenants, parce qu'on travaille aussi, c'est ça qui est riche dans nos métiers, on travaille aussi avec le monde de la recherche. Donc on aura des interventions de l'INRAE notamment. Nous allons avoir une cuvée spéciale de rhum qui va être mise sur le marché et qui sera en principe proposée courant du mois de juin. Nous aurons une fête des anciens élèves en juillet. Et puis, pour aller jusqu'à la fin de l'année, nous aurons aussi des émissions radiophoniques avec les différents directeurs qui peuvent opérer sur nos différents centres. On aura en octobre la semaine du goût, qui est aussi une semaine assez classique, mais ce sera l'occasion pour nous de montrer aussi dans notre capacité d'agrotransformation la qualité des produits qu'on peut faire avec nos produits locaux et bio. Et que je vois la moutarde, la nouvelle moutarde, je crois que c'est curcuma, qui est faite en Guadeloupe, qui est elle est trop bonne. Ou le ketchup de tamarin et tout ça, c'est génial. Voilà, exactement. Et puis en novembre, on espère, on essaie d'avoir aussi l'aspect sportif à développer, donc on espère avoir une première PR pour un plateau sportif sur le site de VMAO. Et puis en principe, on fait une grande fête de clôture à Marie-Galante au mois de décembre. D'accord. Voilà, un temps fort par mois et qu'on veut porter, partager MFR et Guadeloupe Agro Campus. Voilà. Programme bien chargé, pas mal de choses de mise en place. Cette année, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, peut-être 100 ans de l'enseignement agricole, parce que nous n'avons pas 100 ans, nous les MFR. Oui. 55 ans, quand même. Bien, quand même. Hein. Oui, avec la première maison à Marie-Galante. Nous avons fêté il y a 5 ans, on avait fêté les 50 ans. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter. Donc maintenant, public-privé, même combat, nous fêtons ensemble les 100 ans. Non, franchement, c'est pas mal. Et puis, ça permet aussi aux jeunes de voir différentes choses dans l'agriculture, peut-être d'essayer de découvrir ce métier. Est-ce qu'au niveau de l'attirance par rapport à travailler dans les exploitations, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les jeunes sont intéressés pour travailler? On sait par exemple que tout ce qui est artisanat, ça a été dévalorisé. Hein. Donc, est-ce que pour l'agriculture, c'est pareil ou pas? Il y a un vrai problème. Enfin, si je puis me permettre, parce que j'ai une petite antériorité allez-y. sur les collèges. Il y a un problème qui est lié à ce qu'on appelle en collège le parcours à venir. Vous savez que les jeunes, surtout qui rentrent en collège, 6e, 5e, on travaille à l'éducation nationale ce parcours à venir. Et justement, je trouve que M. Bourdi l'a très bien dit tout à l'heure aussi, l'agriculture, ces métiers du monde agricole, tu n'y vas pas par défaut. Tu y vas parce que tu as un projet, tu as une envie, c'est pas une orientation par dépit. Ça peut pas être une orientation par dépit. Surtout que derrière tout cela, c'est bien parce que tu as une envie qui va te porter que tu vas réussir. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de reconversion. Oui, aussi. Je pense que ça a joué. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont une orientation, qui ont exercé un métier. Ils ont une certaine maturité, ils ont envie de se relancer dedans. Et ils se permettent et ils s'autorisent, je pense, à faire la reconversion. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent la reconversion. Il y a la passion, il y a les convictions aussi. Puisque, il y a les crises récentes aussi qui font les gens, on va dire, revenir à la terre. Mais... on parlait tout à l'heure je rappelle-moi le sujet juste avant. Tu m'expliquais, Madame Pasti expliquait que c'est assez compliqué pour les jeunes effectivement de s'intéresser au métier
Mais aujourd'hui, le métier évolue aussi. Donc, c'est à nous, agriculteurs, de pouvoir les ramener, dire, les réintéresser au métier en expliquant que voilà, l'agriculture, c'est pas un métier où on va tout le temps t'envoyer, faire les tâches les plus difficiles. Le métier évolue. Maintenant, il y a la digitalisation, il y a toutes sortes de nouvelles techniques pour qu'on se rende compte que c'est pas forcément si difficile que ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de dire à mon apprenti en le motivant, en disant que bon, ben, là, aujourd'hui, on est en démarrage. Donc, il y a certaines choses qui seront un peu difficiles, mais l'objectif, c'est de pouvoir, après, te faciliter le travail, quoi. D'accord. Si je peux intervenir, c'est vrai que la pénibilité du travail, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est ce que les jeunes reçoivent comme information. Voilà, d'ailleurs dans nos comptes rendus, on nous demande de faire un état des lieux de ça. C'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler. Et comme il disait tout à l'heure, Loïc, avant, par rapport à la reconversion, c'est une discussion que j'ai eu l'occasion d'avoir avec des professionnels du milieu. Avant, comme c'était considéré comme une voie de garage, beaucoup n'osaient pas se lancer dans l'agriculture, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Les parents n'acceptaient pas, hein. Ils disaient qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans, c'est pas sûr. Faut faire journaliste, exactement. Etc. Et depuis la crise du Covid, on s'est rendu compte que l'agriculture, c'était un métier noble, c'était quelque chose de sérieux. Et je pense que ça a encouragé beaucoup de gens aussi à se lancer dans l'aventure, que ce soit les jeunes et ceux qui se reconvertissent, à vouloir tenter l'expérience, que ce soit dans l'agrotransformation ou directement sur les champs, dans les exploitations. Bon ben, nickel, merci beaucoup pour ces informations. On revient tout de suite après la publicité. Ceux qui nous rejoignent, donc nous sommes en train de parler des 100 ans de l'enseignement agricole sur notre territoire en Guadeloupe, hein, de 1924 à 2024. Pendant la publicité, là, j'ai posé, puisqu'avant de partir justement en pause, c'est le cas de le dire, je posais la question de savoir comment était vu l'enseignement agricole par notre jeunesse. Est-ce que c'est un métier aussi qui a été dévalorisé comme pour l'artisanat? Donc on était en train de parler de ça, et effectivement c'est vrai qu'il faut rendre le métier peut-être un petit peu plus sexy pour attirer nos jeunes. On parlait avant la publicité de la pénibilité au travail. Est-ce qu'il y a des coûts aussi qui font que les jeunes agriculteurs ont peur de se lancer? Je vois des fois pour la canne, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes et que le matériel qu'il faut, les tracteurs, coûtent de plus en plus cher. Est-ce que ça, ce sont des sujets que vous abordez en formation avec les jeunes? Et est-ce que du coup, quand vous formez les gens, vous faites remonter cette information aux politiques en disant voilà, si on veut développer l'agriculture, il faut que le matériel agricole coûte moins cher, il faut que ce soit plus facile de faire une transmission. On sait que c'est difficile de récupérer une exploitation. Est-ce que ça, ce sont des sujets que vous abordez en classe avec les enfants ou bien sur le terrain avec les formateurs? Oui, effectivement, ce sont des éléments qui sont vus. Alors, lorsque vous êtes sur un CAP, vous êtes dans un rôle d'exécution, donc ça va être vu tout de même de manière assez légère, mais dès que vous passez en bac pro ou sur le BTS et ainsi de suite, il y a cette analyse, alors, premièrement, du territoire, c'est-à-dire que oui, on fait de l'agriculture, mais quel est notre environnement économique, quel est notre environnement naturel, pour savoir où planter quoi et qu'est-ce qui va paraître le mieux en termes de commercialisation par rapport aux habitudes des clients. Et puis, justement, cette partie gestion, comme disait mademoiselle, à savoir, c'est pas tant que le tracteur coûte cher, c'est ai-je besoin de tracteur pour faire 2 labours à l'année? C'est-à-dire pouvoir travailler avec une coopérative qui pourrait être sur place, ou simplement parce qu'on est 4 agriculteurs dans la même zone, se dire on achète un matériel partagé. Voilà, c'est aussi cela, hein, comme disait M. Bourdi, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le système, bon, je pars le matin à 6h, je rentre le soir. Il y a toute une analyse au préalable sur qu'est-ce que je plante, comment je vais le faire pousser, qu'est-ce qu'il me faudra, combien ça va me coûter, à quel prix je vais le vendre, à quelle personne je vais le vendre. Et ça, on l'apporte à nos apprenants de manière constante, parce que l'idée n'est pas de les former pour qu'après ils aillent un peu plus loin échouer. C'est de les former pour qu'ils puissent devenir de bons professionnels et qu'ensuite ils vont nous revenir soit en termes de conseils, soit en termes de maître d'apprentissage ou de maître de stage.
Et si je peux rajouter quelque chose à ce que Thierry vient de dire, on l'a vu encore cette semaine en réunion avec les maîtres d'apprentissage. J'ai retenu cette fois, c'est qu'il y a la théorie, en général on dit, et la pratique, mais j'ai bien aimé ce qu'il a dit, il y a la théorie et la réalité. Et effectivement, l'enseignement agricole sert à apprendre la partie théorique, mais il sert aussi à faire comprendre la réalité du métier. C'est-à-dire, comme il l'a dit, hein, on ne peut pas aujourd'hui, il y a de super projets, mais si dès le début on n'explique pas aux jeunes que, bon, ben, vous savez, la réalité du territoire veut que sur certains projets, l'exemple du tracteur est parfait, tu n'as pas besoin d'acheter un tracteur pour une petite exploitation. La taille moyenne des exploitations est de moins de 5 hectares. Ça fait enclencher des dépenses dès le début. Donc, réfléchir à son projet, l'aspect réalité est très important et je tenais à signaler, je voulais compléter ce que Thierry a dit. Puis moi, si je peux rebondir, en fait, ça va aller encore dans le même sens, c'est qu'une de nos missions aussi dans l'enseignement agricole, c'est toute la partie innovation technologique. Et donc, on travaille avec des partenaires, hein, on travaille avec le CTCS, on travaille avec IT2, on travaille avec INRAE. Et en l'occurrence, par rapport à cette problématique soulevée de la mécanisation, on s'attache à la réalité du territoire. Oui, les surfaces sont plutôt de 4,5 hectares. Oui, effectivement, pour le coup, l'urgence par un jeune qui va s'installer, c'est pas l'acheter le gros tracteur qui va bien faire plaisir et qui va le plomber financièrement, mais c'est d'avoir de la mécanisation adaptée à une réalité du territoire. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment de la recherche à faire. Donc nous, on est sur un projet qui va plutôt bientôt finir, hein, qui s'appelle Sistrobium. Et on est en expérimentation avec des agriculteurs du territoire, de la co-construction aussi, pour essayer d'adapter une petite mécanisation pour aussi retirer de la pénibilité. Et en l'occurrence, à destination en fait, de l'agriculture biologique. Puisque une des problématiques de l'agriculture bio, parce il faut aussi qu'on forme nos jeunes vers ça, hein, sur les transitions agroécologiques, donc diminuer tous les pesticides, tout ce qu'il faut. Donc l'agriculture bio, mais on sait que quand tu as de l'agriculture bio, tu as plus d'enherbement aussi. Donc il faut trouver ces petites mécanisations. Un des rôles aussi que nous menons, c'est ce travail en interconnexion avec la recherche, mais aussi avec les agriculteurs, pour pouvoir avoir une avancée sur les besoins du territoire. Et ça servira aussi aux jeunes. Et on le fait, on le développe en interne. Justement, vous précédez, du coup, je reviens, puisque je parlais de l'eau en commençant l'émission. On sait qu'il y a des problèmes d'eau sur notre territoire, hein, il n'y a pas de distribution d'eau agricole, etc. Est-ce que ça, c'est une problématique, puisque là on parle de la réalité du territoire, que vous abordez dans vos formations? Est-ce que vous dites aux jeunes, voilà, il faut qu'on trouve un système innovation pour irriguer les terres sans avoir besoin de prendre beaucoup d'eau, hein? J'avais reçu un jour, il me semble que c'était les jeunes agriculteurs, justement, le syndicat, qui parlait qu'il y avait une espèce d'innovation qui avait été faite sur notre territoire, où je crois on peut mettre soit les cultures debout, ou je ne sais plus trop, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, et de toute façon je les réinviterai puisque on doit traiter toute la crise là, je voulais pas trop mélanger non plus les sujets, mais est-ce que ce sont des problématiques que vous abordez concrètement avec les jeunes, puisqu'il va falloir irriguer les terres, hein. Sans eau on peut rien faire pousser du tout. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez en formation? Oui. On n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. Mais la problématique de l'eau fait partie intégrante du programme. Dans tous les programmes, que ce soit de la 3e, du bac pro, etc., la problématique de l'eau doit être abordée. Et on peut l'aborder de différentes manières. Nous avons une particularité, hein, notre eau qui est contaminée, notre eau qui est au compte-gouttes à certains moments. Oui, nous sommes obligés. Et en tout cas, la particularité des maisons familiales fait que les jeunes aussi se rendent compte lorsqu'ils vont en stage de toute cette problématique. Donc, ils ont du concret. Alors, si je peux me permettre, comme M. Plumin l'a dit, dans notre formation, en premier lieu, personnellement, moi, quand je suis arrivée dans ma formation, on nous a appris à faire des diagnostics de territoire. Donc forcément, on se rend compte qu'il y a une problématique au niveau de la gestion de l'eau, mais elle est surtout à deux niveaux. Elle est au niveau de l'irrigation, mais aussi, elle est aussi au niveau des précipitations. Donc on nous apprend donc, la période de l'hivernage.
Donc, on nous apprend aussi à adapter les cultures. Ça, c'est important. Adapter les cultures en fonction des besoins. Par exemple, en hivernage, on va planter des cultures. On va faire les cultures en début de période des pluies pour qu'après, on puisse bénéficier des précipitations. En période de carême, on va peut-être plus se focaliser sur les cultures animales. Donc ça aussi, on se concentre beaucoup sur l'aspect polyculture-élevage, associer les deux, parce que comme Loïc a dit, la moyenne des exploitations, elle est inférieure à 5 hectares. Donc essayer de favoriser la polyculture seule ou polyculture-élevage pour avoir une polyvalence au niveau de la gestion des facteurs limitants, parce que l'eau, c'est un facteur limitant. Et pour parler des nouveaux systèmes, nouvelles méthodes d'irrigation, donc avec une de nos professeurs, on apprend à limiter les besoins en eau d'une culture, donc que ce soit par le couvert végétal, donc le mulch, voilà, donc paillage plastique qu'on essaie d'éviter, c'est ce le paillage végétal, voilà, c'est de ça de parler, je crois. Donc faut adapter. Nous, en tant qu'agriculteurs, on n'a pas la main mise sur la gestion de l'irrigation. On peut bien sûr faire des manifestations, protester, mais à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est gérer au mieux notre exploitation pour maîtriser justement ces besoins-là, essayer d'avoir une maîtrise la plus directe possible hein, sur ces éléments-là. Et techniquement, comment ça se passe en cours? Comment vous travaillez dessus? Est-ce que vous faites venir des experts? Est-ce que les écoles vous disent, voilà, en Guadeloupe, il y a de l'eau, mais il n'y a pas les canalisations, ça fuit, donc il faut faire ça. Comment ça se passe concrètement? Alors, ce sujet-là, on l'aborde avec notre professeure d'agronomie, Madame Touvin. Et effectivement, ce serait bien qu'on ait plus d'intervenants sur ce on en a, mais c'est vrai que sur cette problématique-là, on n'en a pas spécialement, mais on l'aborde beaucoup en travaux pratiques. Donc, on a des séances de TP chaque semaine et on va voir sur le terrain comment faire du paillage. On a un cours de théorie avant, donc comment ça fonctionne, quelle quantité d'eau ça peut économiser en fonction du climat. Et ensuite, on l'aborde au niveau pratique. Donc, on va voir concrètement sur l'exploitation du lycée. Donc, on a 33 hectares, je crois. Comment ça se passe donc, au niveau de l'irrigation, donc par asperceur, par goutte à goutte, le mulch, le paillage plastique, ou végétal. Donc, on a vraiment l'aspect théorique et l'aspect pratique sur cette problématique-là. Donc, c'est assez bien. Et ce qui est bien, c'est de notre côté aussi, on nous encourage beaucoup à aller nous renseigner par nous-mêmes, à expérimenter, à proposer des projets chez les agriculteurs, chez qui on va travailler, leur poser des questions aussi. C'est pour ça qu'on a des stages, hein, c'est pour concrètement, sur le terrain, avoir vraiment un retour sur... exactement. Donc... Et est-ce qu'ils vous demandent aussi d'avoir des idées d'innovation pour le futur, pour pouvoir résoudre ce problème? Alors, cette problématique-là, ça dépend de chacun en fait. Dans notre formation, dans tous les petits dossiers qu'on a à faire au courant de l'année, on a beaucoup de projets à mettre en place, que ce soit sur des exploitations hypothétiques ou sur nos exploitations de stage. Il y en a beaucoup qui s'orientent vers la gestion de l'eau, donc souvent ça va être par rapport au paillage, se servir des adventices, donc on dit plus les mauvaises herbes, on dit des adventices, de se servir des ressources locales en fait, comme couvert végétal, ou bien même se servir d'autres cultures grâce à l'association de cultures, donc la culture sur plusieurs niveaux, avoir par exemple sur une culture haute comme la tomate ou le bananier, avoir une culture rampante qui va couvrir le sol. Donc voilà, c'est par rapport à toutes ces pistes-là qu'on nous donne en cours, on peut orienter nos projets sur ça et les mettre en place après sur nos exploitations de stage par rapport à la bonne volonté, bien sûr, de nos chefs d'exploitation. D'accord, merci beaucoup. Comment ça se passe pour les intervenants? Par exemple, la dame expliquait, Léa, ça serait bien d'avoir plus d'intervenants. Est-ce que vous, au niveau que ce soit les écoles publiques ou privées, est-ce que vous faites venir beaucoup d'intervenants en fonction de, tout à l'heure on parlait qu'il faut adapter la formation en fonction de la réalité des territoires, et si oui, comment vous les trouvez? Le réseau. On a un réseau, on va en fonction bien sûr de l'enseignant
qui est dans sa matière va à un moment donné sentir le besoin qu'à tel moment il a besoin de telle intervention. Il va faire le point avec la direction de façon à voir est-ce que ça va être une intervention gratuite ou est-ce que c'est une intervention qui va demander un paiement de façon à ce que ce soit mis en place. L'idée, c'est toujours de pouvoir, entre la théorie, la pratique et les intervenants, d'emmener les jeunes au plus près de la réalité, de façon à ce qu'ils puissent comprendre. Par exemple, la réunion des maîtres d'apprentissage, dont j'en ai une autre jeudi, on a fait venir une psychologue qui a échangé avec le maître d'apprentissage sur le rapport au travail des jeunes de la génération X. C'est bien ça. L'idée, c'est toujours, donc par exemple, Madame Touvin, qui est quand même une spécialiste de l'agriculture biologique, va à un moment donné, au-delà des visites, elle peut faire intervenir à tel moment un agriculteur qui est dedans depuis très longtemps, donc qui a une expérience, ou alors un autre intervenant. Et ça, c'est pour toutes les matières, STAV. On a cette possibilité parce que l'enseignement agricole, qu'il soit privé ou public, et c'est vrai, comme disait Mme Pasty, on n'arrive pas assez à le faire, mais c'est au niveau national, on se vend difficilement. C'est-à-dire qu'au sein de l'enseignement agricole, on sait tous que, voilà, celui-là sort du lycée, travaille à tel endroit, même hors secteur agricole. Mais on a beaucoup de mal à le faire à l'extérieur. Elle est une ancienne du lycée, je suis un ancien du lycée. Il y en a qui ne sont pas dans le secteur agricole. Vous prenez la pharmacie Manicom. Monsieur Manicom, il a fait le lycée agricole. Ou Elissa Alcedo, le chanteur, il a fait le lycée agricole. Et on a du mal à se vendre. C'est un taux d'insertion, un taux d'installation avec des réussites et des gens qui reviennent comme tuteurs, maîtres de stage, enseignants. On a des agriculteurs qui reviennent comme enseignants. Mais on a encore du mal nous-mêmes à le vendre. Donc, les 100 ans vont nous permettre de discuter encore plus et de communiquer encore plus. Donc oui, on a le réseau, on va s'appeler le privé-public. On est sur le même secteur, mais on travaille beaucoup ensemble. On travaille beaucoup ensemble sur avoir des intervenants. Voilà, puisqu'on est sur un territoire, on est avant tout au service de nos jeunes et de nos moins jeunes pour ce qui est de la formation pour adultes. Et le résultat, on le voit, surtout en termes de reconversion, comme disait Loïc et Mme Pasty. Et puis ce que je disais tout à l'heure aussi, on parlait de Progestrobien, c'est toute cette capacité que nous avons de travailler en partenariat. Parce que justement, il y a le réseau de la connaissance, mais il y a cette ouverture de co-travail. Donc quand je parlais de CTCS, je parlais d'IT2, je parlais d'INRAE, Chambre d'agriculture, avec les JA, enfin il y a toute cette volonté en fait de coopérer pour œuvrer dans le cadre de la formation des jeunes qui nous sont confiés. En fait, on a tous un même et unique objectif qu'on partage. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça fonctionne. C'est cette envie, effectivement, que cette jeunesse qui nous soit confiée, on la forme comme il le faut et le mieux possible, quoi. D'accord. Alors, je vais poser aussi une question sur l'agro-transformation. J'ai eu l'occasion de voir à Convenance qu'il y avait un espèce de local où les jeunes faisaient beaucoup d'expériences avec un four pour déshydrater, pour faire des chips, pour tester des goûts et tout ça. Comment ça se passe ? Est-ce que vous formez aussi nos jeunes sur l'agro-transformation ? En plus, on en a bien besoin. Tout à l'heure, je parlais du ketchup de tamarin ou de la moutarde. Moi, c'est super bon, franchement. Donc, c'est de la moutarde au curcuma. Franchement, c'est super bon. Donc, c'est fait en local. Hein. Donc, c'est les fameux petits pots là, qui sont en vente un petit peu partout dans différents magasins. Donc, au niveau de la distribution, c'est très bien. Mais comment ça se passe en formation ? Est-ce que ce sont des sujets que vous abordez avec les élèves ? Je commence ? Allez-y. Alors, nous n'avons pas véritablement nous n'avons pas cette filière-là, mais par exemple, avec nos élèves de 3e, nous avons ce que nous appelons dans notre jargon, nous avons beaucoup de termes un peu barbares des fois. Alors, de EPI. Un EPI, c'est-à-dire c'est un enseignement sur site, enfin local, mais sur la transformation des végétaux, par exemple. Donc, avec ces élèves de 3e, nous leur apprenons à faire une confiture, à faire du jus, à faire des chips, à utiliser les matières locales, hein, enfin, tout ce qui est... notamment sur Bémao, nous avons quand même un parc arboré avec pas mal d'arbres fruitiers. Et là, nous profitons pour pouvoir faire cela. Avec d'autres classes, là aussi, nous le faisons. Alors, ce ne sont pas véritablement pour les filières que nous avons
des matières, mais nous profitons sur des temps conviviaux pour pouvoir inciter les jeunes à consommer local, à utiliser ce que nous avons autour de nous, puisque ça aussi, c'est aussi de notre responsabilité. Alors, c'est une question qui est abordée en cours, surtout parce que c'est dans les sujets d'actualité aujourd'hui, surtout au niveau du territoire. C'est la question de la souveraineté alimentaire. Et par rapport à ça, comme Madame l'a dit, on oriente beaucoup nos discours sur la question de l'utilisation et la valorisation des ressources locales. Donc, que ce soit l'agrotransformation, qu'on nous encourage à faire, par exemple, au sein de nos exploitations, hein, comme ça permet d'avoir un revenu supplémentaire. Et c'est quelque chose que j'aborde beaucoup en cours, c'est que moi, je remarque qu'on a un développement assez important de l'agrotransformation sur le territoire. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de ketchup de tamarin, ou la moutarde avec le curcuma. Exactement. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec une dame qui faisait aussi de la moutarde de mangue, du ketchup de piment, du ketchup de mangue, purée de piment, pesto de pois d'Angole. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est pas juste transformation confiture de piment fort. Avant, c'était beaucoup ça qu'on avait sur le territoire. Maintenant, il y a de vraies innovations dans ce domaine-là. Et c'est pas compliqué. Un petit laboratoire, une petite formation sur l'exploitation, ça coûte pas très cher. C'est des choses qui sont subventionnées quand on sait réaliser des projets qu'on nous apprend aussi à faire dans l'enseignement agricole. Et tout ça, ce sont des petites idées qu'on nous apprend à mettre en place par rapport à cette question de souveraineté alimentaire. Et par exemple, chaque année, dans l'enseignement agricole, on a une thématique. Cette année, donc pour les 2 ans, donc que ce soit première, terminale, première année de BTS, deuxième année de BTS, cette année, c'est consommer autrement. Et consommer autrement, aujourd'hui, on l'aborde surtout dans donc cette valorisation des ressources locales et comment utiliser, comment limiter les exportations. Donc, surtout avec le prix maintenant, le prix des importations, enfin des importations, des importations augmentées. Et vous parliez tout à l'heure du coût du matériel agricole. Donc ça aussi, c'est comment, avec ce qu'on a sur le territoire, peut-être revenir à des anciennes pratiques, parce qu'avant, on ne faisait pas venir des tracteurs, on ne faisait pas venir des machines. On avait beaucoup de techniques pour faire ça à la main. Je me suis un peu divergée du sujet principal, mais voilà, toutes ces problématiques-là on nous incite à réfléchir là-dessus. On l'aborde en cours. Ce que j'aime bien aussi dans notre formation, c'est que le débat est très encouragé en cours, même si on doit perdre 1 heure de cours, entre guillemets, pour aborder des sujets comme ça. Parce que c'est ça, hein, c'est un métier vivant, donc on s'est animé, on parle, chacun donne ses idées. Et ça ça entretient la passion. Et c'est ce que Loïc disait tout à l'heure, c'est plus un métier, c'est plus une voie de garage. Une voie de garage, c'est un métier qui nécessite une passion, un projet. Et pour revenir sur l'agrotransformation, aujourd'hui, même par rapport aux subventions, on voit au niveau national que maintenant, les subventions sont plus facilement accordées à des projets qui vont mettre en valeur cet aspect-là. Donc pas forcément la transformation pour la consommation humaine, mais par exemple au lycée, on travaille avec l'INRA sur l'intégration des ressources locales dans l'alimentation des porcs créoles. Donc déjà revaloriser une race locale qui est le porc créole et intégrer les écarts de tri dans leur alimentation pour voir si c'est soutenable sur le long terme. Donc c'est toutes ces pistes-là. Donc pour moi, quand on parle de transformation, c'est pas que pour la consommation, mais c'est aussi transformer un sous-produit pour le revaloriser sur l'exploitation. C'est vraiment comment faire interagir les différents blocs ensemble. Si je peux compléter, je suppose qu'en réalité, l'agrotransformation, c'est vraiment le moyen pour l'agriculture de valoriser ses productions et de se faire un complément de revenus. Je prends l'exemple d'une production quelconque, je prendrais le manioc par exemple. Surtout en Guadeloupe, j'ai envie de dire, en général, on fait une production juste pour le produit, alors que du manioc, on peut avoir la tubercule, les feuilles qui peuvent servir pour l'alimentation animale, le bois qu'on peut broyer et utiliser comme paillage, soit pour la production végétale ou quoi. Donc,
c'est vraiment l'aspect valorisation. Parce que si on se met à vendre 1 kilo de tomates sur le marché, déjà il va nous falloir les récolter et aller sur le marché. Mais sans bouger de l'exportation, on peut transformer ces mêmes tomates en ketchup, ajouter un peu de mangue dedans par exemple, et faire un super produit qui sera en plus unique chez nous, quoi. Donc, non, l'agrotransformation, ça a son importance de plus en plus. J'aime bien rappeler aussi que c'est quand même quelque chose qui nous est propre. Les agriculteurs en Hexagone parlent, eux, d'industrie agroalimentaire, alors que nous, on a cette chance de pouvoir produire, transformer et commercialiser. Donc, en réalité, un produit qui, de base, aurait pu être vendu 1 € le kilo, quand on l'a transformé, on peut réussir à gagner beaucoup plus. Et c'est important, parce que je rappelle la taille de nos très petites exploitations. Donc ça a son importance. Oui, effectivement, comme disait Loïc, l'agriculteur va compléter, mais l'idée de transformer, on ne peut pas lutter par rapport au coût de production, on ne peut pas lutter avec les produits qui vont être apportés, qui arrivent parfois d'Amérique du Sud. Même en agriculture bio, avec des normes qui sont différentes. Et d'ailleurs, ça fait partie du problème qui attend le président demain. Tout à fait. Ça attend de Donc, faire. L'idée de valoriser le produit, ça permet aussi d'aller sur ce qu'on appelle une épicerie fine. Et d'arriver avec un produit qui est spécifique. C'est-à-dire qu'on pourra même exporter. C'est ça. Parce qu'on aura une méthodologie, des process qui seront spécifiques. L'exemple du rhum est un parfait exemple. Si vous prenez l'ensemble des rhums, il n'y a qu'aux Antilles que vous avez ce type de rhum. Vous avez à la Réunion ou à la Dominique ou autre, c'est un autre format. Mais le rhum des Antilles a une notoriété mondiale. Mais ce qui a une raison. Et pour continuer par rapport à l'agrotransformation sur les élèves du lycée, lors de la dernière route du rhum, la filière STAV a travaillé avec Kenny Piperol, qui a fait la traversée. Il est venu au lycée, il a rencontré les élèves de façon à donner, si vous voulez, ce qu'ils souhaitaient. Et les élèves d'STAV ont travaillé sur l'aliment, ils l'ont fabriqué, ils l'ont séché et ils l'ont mis en sachet. Et c'est avec ces produits que Kenny Piperol a fait la traversée de la route du rhum. Et donc, les élèves d'STAV ont vu toute la filière dès le départ, avec aussi les problématiques pendant la réalisation. Donc, derrière, pour des futurs professionnels ou autres, ça leur montre tout de suite, bon, ben là, tiens, ça c'est bon. Ça, c'est peut-être moins bon. Donc, et ça, c'est un secteur qu'on n'exploite pas assez, en tout cas en Guadeloupe, l'agrotransformation. Mais quand effectivement on arrivera à mettre des moyens regroupés, Cap Excellence est en train de travailler sur une zone qui devrait permettre aux agriculteurs de travailler en réseau avec des ateliers, des laboratoires, bien je pense qu'effectivement on sera capable de produire des choses et d'exporter, parce qu'on a un savoir-faire qui reste souvent à la maison, grand-mère, à côté. Et si vous prenez les fromages, le foie gras, certains produits typiquement français, au départ, c'était fait dans le terroir. Et puis à un moment donné, ils se sont structurés, ils ont labellisé de façon à ce qu'il y ait un process bien établi. Et à partir de là, une reconnaissance, on exporte. De base, c'était juste un souci de conservation. Et au final, effectivement, on se rend compte que certains produits peuvent être exportés. Donc pourquoi pas rallier l'utile à l'agréable? Non, mais moi, je parie. C'est vrai qu'effectivement, on a l'occasion. Et ça, c'est une chance qu'on a dans le secteur agricole de participer à beaucoup de manifestations. Donc, comme tu as dit, la route du rhum. Lors de ces manifestations, on nous encourage à proposer des produits agrotransformés que nous-mêmes, les élèves, on fait. Et ça nous permet de nous rendre compte, par exemple, quand on va faire des crêpes, des beignets ou peu importe, on essaye d'intégrer le maximum de ressources locales. Et en faisant ça, on peut se rendre compte, par exemple, de certains problèmes liés, par exemple, à la texture. Quand on va essayer de remplacer la farine de blé par de la farine de manioc, de la farine de fruits à pain, de voir comment, en essayant de jouer sur les quantités et sur la qualité des produits, comment on peut arriver à un résultat similaire à un produit qu'on a l'habitude de consommer, et éventuellement, après, pour pouvoir le faire découvrir aux gens, pour même eux, dans leur esprit, se dire que quand ils vont faire leurs courses, ils vont se dire « Ah, j'ai goûté ça là-bas, c'était bien ». On peut les conseiller aussi sur les recettes qu'on a fait. Ça nous arrive aussi de le faire directement devant eux avec le matériel du lycée. Parce qu'on a aussi quelques friteuses, des crêpières et tout. On le fait devant eux, ils nous voient le faire. On travaille avec... on peut aussi, donc du coup, mettre en avant des producteurs locaux. Pour la farine de manioc, par exemple, on dit qu'on utilise tel produit de tel producteur.
ça leur fait de la pub. Des fois, ils viennent même sur les manifestations parler de leur production et ça permet de faire la promotion de la consommation locale. Bon bah super, ça passe vite, on revient tout de suite, juste après la publicité. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Il faut supprimer la pub dans cette émission parce qu'à chaque fois, là, j'ai posé une question sur, on a déjà vu qu'on avait un problème avec les farines au niveau de nos boulangers, c'est compliqué. Donc, je demandais, est-ce que dans les écoles, vous apprenez, puisque c'est de l'agro-transformation, faire du pain, donc est-ce que vous apprenez comment fonctionne la fabrication du pain, par exemple avec de la farine de manioc, farine de banane, ou quel que soit cette année. Bon, chaque année, on couvre l'événement, j'ai oublié le nom, là, petit canal, désolé monsieur le maire, mais je serai encore l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, je me souviendrai après du nom de l'événement. Et c'est vrai que cette année il y avait un Zoom, en plus on avait eu le président des boulangers de France qui était venu en Guadeloupe et qui avait découvert qu'on a des boulangeries qui transforment le pain avec la farine locale. Donc ma question, je profite parce que c'était intéressant comme conversation, est-ce que vous apprenez ça à l'école? Est-ce que c'est un sujet que vous étudiez aussi? Alors effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans nos transformations, on essaie d'intégrer le plus possible de produits locaux, donc avec farine de manioc, fruits à pain, farine de banane. Et avec Loïc, donc on en parlait pendant la pub, c'était la question des coûts, la gestion des coûts. Et Madame Passi a dit quelque chose d'intéressant, c'était la structuration de la filière. Ah oui. Donc en gestion, nous, c'est ce qu'on nous apprend, à maîtriser chaque étape de l'itinéraire technique pour avoir un produit fini au prix le plus bas possible, pour qu'on puisse le vendre à un prix abordable, parce qu'effectivement, ça se fait en Guadeloupe, la transformation, donc que ce soit au niveau pâtisserie ou boulangerie, avec des ressources locales, mais ça reste accessible encore à une minorité de personnes ou à des occasions exceptionnelles, repas, convivialité, tout ça. Donc oui, on nous apprend à le faire. À transformer, moi je n'ai pas eu l'occasion de le faire par rapport aux filières que j'ai fait, mais je suppose que ça doit se faire, oui, la transformation même se fait, donc je laisserai les camarades en parler. On a une formation de CFPPA du Lamentin avec une intervenante qui a fait donc des biscuits à base de farine de pois d'Angole. Bien. On fait le café aussi, je précise, pour les Guadeloupéens. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de trouver les glaces aussi, des applications à chaque fois que possible. C'est ça. Mais nous, on aimait faire, effectivement, nous avons déjà eu l'occasion de faire cela, surtout au travers de journées. Alors, par exemple, il y a 2 ans, sur Bémao, nous avions travaillé sur le fruit à pain. Alors, l'idée, on avait intitulé ça « Fruit à pain pour des mêmes meilleurs ». Et nous avons tenté de montrer tout ce qui était possible de faire avec le fruit à pain. Avec des intervenants, on a eu de la farine, bien entendu, des gâteaux, des biscuits, chaudot, crêpes, etc., etc. Et l'idée aussi derrière tout cela, alors je passe, puisque Vieux Habitants une fois avait fait aussi, c'était avec l'IGNAM, la fête de l'IGNAM, etc., etc. Mais l'idée aussi, au-delà de filière, au-delà de la filière, l'idée aussi, c'est de montrer aux jeunes ce qui est possible de faire avec ce que nous avons. Après, quitte à ce qu'ils puissent eux-mêmes poursuivre et puis se dire, on peut peut-être se lancer dans quelque chose, mais l'idée, c'est de montrer toutes les possibilités que l'on a. Et c'est multiple. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vois que pour le centenaire, là, pour l'anniversaire, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Vous avez un projet artistique. Est-ce que vous pouvez nous parler de Monsieur René Philogène? Qui c'était, pour que les Guadeloupéens puissent savoir un petit peu ce qu'il a fait? Alors, Monsieur Philogène, il a été directeur du lycée agricole il y a quelques années, mais c'est vrai qu'il était impliqué aussi sur le sport, sur beaucoup d'endroits. Et donc, il a beaucoup œuvré, notamment pour la construction du lycée agricole là où il est. Puisqu'il était à l'époque là où se trouve Guadeloupe Première. Et puis, en échangeant avec lui, puisqu'on a un petit groupe d'anciens où nous le voyons, nous allons dîner avec lui, et il nous expliquait qu'au départ, ce projet devait être mis en place en Martinique, qu'il a œuvré avec des appuis politiques et autres pour que ce lycée, ce nouveau lycée, soit construit là où il est.
Il a été proviseur de ce lycée. Il a bien sûr, avant cela, été proviseur de l'ancien lycée agricole, en fait directeur, je ne sais pas le terme de proviseur. Et donc c'est quelqu'un qui, chaque fois que possible, on sollicite, il est à la retraite, de façon à ce que, ses mémoires, le faire parler, parce que c'est discuter, ça pourrait être intéressant un jour, si vous voulez le recevoir, de recevoir, mais il faudra faire 2 heures d'émission. Il peut expliquer beaucoup de choses qui expliquent la situation de maintenant, temps agricole, vraiment, et on comprend mieux la situation de maintenant. Donc l'idée, c'était de lui rendre hommage. Il y a, juste avant, je crois, le Covid, les anciens du lycée, nous avions organisé un repas avec des anciens qui datent des années 80, 90. Et puis l'idée là, l'idée a été lancée à l'occasion de ses 100 ans. D'ailleurs, il est acteur. Il a l'occasion de venir au lycée. De temps en temps, je l'ai au téléphone. Il dit où est-ce que vous en êtes, quand est-ce que vous communiquez. Et l'idée là, c'était justement de pouvoir faire une stèle René Philogène. Donc, alors je profite pour dire qu'il y a une cagnotte Letchi. En allant sur le site de l'Agrocampus, il y a un lien qui explique tout ça, de façon à pouvoir honorer cette personne de son vivant. Et vous faites un appel au don, c'est très intéressant. Qui a beaucoup œuvré et qui, dès qu'il peut, bon, il a des soucis de santé, mais dès qu'il peut être sollicité, venir sur le lycée, rencontrer les élèves, on va le chercher, il vient. Et il est toujours... on essaiera de le faire venir. Il a écrit une pièce de théâtre, d'ailleurs, ça fait partie des 100 ans. Voilà, dans les 100 ans, il y a une pièce de théâtre qui a été écrite par lui, puisqu'il a été président de la Solidarité scolaire, qui est la plus ancienne association de Guadeloupe, dans le sport et le culturel. Et donc là, effectivement, il a été sollicité par un prof et il a écrit une pièce. Il n'a pas pris une pièce qui a déjà été jouée. Il a écrit une pièce. Les jeunes vont la jouer. Et les jeunes du lycée vont jouer cette pièce. Dans le cadre de 100 ans. Bien. Je vois que vous avez aussi une partie souvenir de l'enseignement agricole. Les choses à conserver, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? À conserver. On a parlé d'intervention tout à l'heure là. Effectivement, les interventions au lycée, c'est intéressant, ça a son importance. Mais moi, en tout cas, à mon époque du CFA, parce que je n'étais pas au lycée, j'étais au CFA, les visites chez les agriculteurs, les visites chez, peu importe, les personnes qui aident à faire développer le monde agricole, ça a son importance. Je prends l'exemple d'une visite qui m'avait vraiment touché, qui jusqu'à aujourd'hui me sert dans mon travail, la visite de l'exploitation de M. Paté. Et quand je vois aujourd'hui que son fils est directeur de l'exploitation, ou responsable ou directeur de l'exploitation, ça montre déjà qu'au niveau de la transmission, ça a son importance, mais je trouve que c'est important de pouvoir aller toujours sur les exploitations, voir un peu, ça revient à l'aspect réalité, il y a la théorie, mais il y a la réalité du terrain aussi. Je prends l'exemple de l'adaptation, on a parlé de l'eau tout à l'heure là, c'est grâce à des interventions depuis l'époque de M. Paté que j'ai pu m'orienter vers des bâtiments d'élevage qui, eux, me donnent de l'eau agricole pour mes productions végétales. Mais si je n'avais pas cette réflexion-là, après avoir échangé avec un professionnel, je ne dis pas qu'on ne me l'aurait pas appris au lycée, mais j'aurais peut-être pris du temps à le comprendre. Ok. Donc l'utilité d'avoir des interventions. Et justement, pour revenir sur l'aspect transmission, par rapport aux choses à conserver, c'est tout ce côté transmission, savoir-faire, technique, revenir aux bases du jardin créole pour atteindre cet aspect souveraineté alimentaire. Et il y a aussi des choses à développer. Ouais, c'est ce que je vois. Les choses à développer, c'est en parallèle, donc avec tout ce qu'on a de bon à garder, à conserver, à développer ces nouvelles techniques agricoles, puisque le monde évolue. Et donc, pour revenir sur ce que moi je dois évoquer ce soir, c'est l'aspect communication. Donc développement donc des réseaux de communication, que ce soit les réseaux sociaux, le site internet qui a été c'est quelque chose de nouveau. Hein. Il a été remis en œuvre, en fait, refondé en fait l'année dernière. Donc on a ça, on est présent sur les réseaux, on a un très bel Instagram qui est alimenté très très régulièrement. Donc si vous allez voir dessus, c'est Agrocampus, il est très riche, vous verrez beaucoup des étudiants, des élèves, des projets qu'on fait. Le Didier Aubert qui se charge de ça est très actif dessus, donc on le remercie. Et c'est pour vous dire qui c'est Monsieur Aubert, il travaille à la DAF, il est DRTIC à la DAF. Voilà. Et ça c'est important aujourd'hui de travailler sur ça, surtout que maintenant les réseaux sociaux ça prend une place assez importante dans le quotidien de tout le monde.
pour communiquer, c'est important d'avoir une bonne présence. Donc, peu importe le domaine. Hein. Et c'est quelque chose aussi que j'aimerais aider à mettre en avant dans le milieu agricole. Par exemple, pour la manifestation agro-course, donc j'ai eu l'occasion de faire un petit spot publicitaire qui sera diffusé sur Canal 10, les affiches qu'on communique sur les réseaux sociaux. Et même, j'aime bien, donc je prends sur mon temps pour aider, pour travailler avec des professionnels de l'agriculture, donc agrotransformation, agriculteurs, artisans, pour les aider à développer leur communication sur les réseaux sociaux. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le temps, c'est compliqué de dégager du temps, que ce soit pour la gestion administrative ou pour développer ces nouveaux aspects-là. Et souvent, les agriculteurs n'ont pas le moyen d'embaucher des gens pour s'occuper de ça spécifiquement. Donc, c'est important. Et au niveau du lycée aussi, parce qu'on fait beaucoup de manifestations, on fait beaucoup on essaie d'entreprendre beaucoup de choses, donc communiquer là-dessus. Même on a vu que vous aviez eu les métiers de... Enfin, ça venait de s'afficher, là, les métiers du cultivez-vous, du monde agricole. C'est un événement que vous venez de faire? Alors, c'est un événement qui... Ça, c'est avec France Travail, ça. Non, c'est France Travail, c'est autre chose. Ça. On a participé, on a été sollicité en fait pour participer à leur événement. Ouais. D'accord, voilà. C'est bien. Et c'est là qu'on est parti plutôt avec effectivement les apprenants des CFEPA, plutôt les adultes. Donc il y avait effectivement une participation. Sur l'exploitation, j'ai eu une visite mercredi d'un groupe de 12 jeunes de France Travail de Port-Louis, je crois. Et ça s'est super bien passé, ils ont vraiment apprécié. C'était un groupe vraiment d'adultes. Le plus jeune était bien plus grand que moi. Mais ça a eu son importance pour qu'ils comprennent effectivement que devenir agriculteur, c'est pas juste se dire je veux devenir, je veux faire ça, je veux faire ci. Ils ont compris peut-être qu'ils devraient plus se diriger vers le métier d'ouvrier agricole, par exemple, et peut-être après gérer une entreprise agricole. Puisqu'en reconversion, ce qu'on cherche, c'est surtout pouvoir regagner sa vie. Donc si on démarre à 45 ans, à 50 ans dans un projet, parfois ça peut être compliqué, surtout si on n'a pas de terrain. Tout ça. Ça a son importance. Hein. J'étais surpris de voir comment ils avaient mon attention, parce que je prenais leur attention, parce qu'ils ne réalisaient pas les difficultés d'une exploitation agricole. Ils pensaient que c'était juste venir nourrir des animaux. C'est pas comme ça. Hein. Donc, D'accord. Alors, moi j'ai une question, puisque c'est vrai que l'agriculture, c'est la faune et la flore. Pourquoi la pêche, c'est pas dedans? Puisque ça devrait... Est-ce que c'est pas vous qui formez les marins pêcheurs? Alors, c'est le même ministère. La pêche, alors, le problème, c'est qu'en fonction des remaniements, la pêche et la forêt, et rentre, sort, revient, le titre revient. Est-ce que ce serait pas plus simple dans les formations, puisque ça reste les métiers du vivant, puisque les poissons sont encore vivants pour l'instant de ce qu'on sait, tant qu'ils sont encore dans l'eau. Mais est-ce que au niveau de la formation, vous savez comment ça se passe pour les futurs pêcheurs de Guadeloupe? Et on parlait d'agro-transformation, ça fait aussi partie de l'agro-transformation, le poisson. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Est-ce que ça, vous en parlez aussi dans vos centres de formation ou pas du tout? Ou c'est vraiment laissé à part? Il y a le lycée de Marie-Galante qui a eu l'occasion de solliciter, mais c'est pas directement notre secteur. Mais il n'empêche que parfois, en termes de discussion croisée, c'est abordé. Et parfois, les gens viennent devant nous en disant: est-ce que vous faites? Nous ne faisons pas, ça fait partie du chapeau, mais nous ne faisons pas d'action sur ce domaine-là. C'est vrai que c'est pas du tout abordé en cours. D'ailleurs, c'est vous que vous en parliez. Mais non. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect de production que nous, on développe. Donc, ça peut être difficile de l'intégrer par rapport aux exigences des formations. Donc, trouver comment associer ça avec
comment on appelle ça? Bah oui, les exigences, hein, tout ce qu'on a besoin d'acquérir de ces formations-là, ça peut être compliqué de l'allier. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus l'aspect pisciculture, aquaculture, c'est quelque chose qui n'est pas non plus abordé dans les formations agricoles, de ce que moi et c'est dommage, et qu'il faudrait mettre en place. Mais il y a des lycées maritimes spécifiques aussi, oui. C'est différent. Mais par contre, on a des filières qui sont en train de sortir, donc je vais laisser Thierry en parler. Les CFPPA, il y a quelques années, notamment Vieux Habitants, avaient l'occasion de mettre en place un brevet professionnel en aquaculture. Et puis ensuite, il y a eu la problématique chlordécone qui fait que bon nombre d'entreprises d'exploitation qui faisaient de l'aquaculture ont dû arrêter. Là, petit à petit, sur certaines zones, ça a tendance à se relancer, parce qu'il y a un jeune du lycée qui voulait justement aller vers ce secteur-là. Il faut justement, pour qu'on puisse remanger, enfin pour que les jeunes puissent traiter le problème. On n'a pas pu l'accompagner parce qu'on n'avait pas le professionnel sur place, sur le territoire. Voilà. Je pense que l'aspect chlordécone montre bien l'importance ou la cohérence de pouvoir travailler ensemble. Ça fait très mal au secteur. Parce que pendant longtemps, les pêcheurs tapaient du doigt les agriculteurs en nous tenant pour responsables du désastre écologique lié au chlordécone. Donc, l'un dans l'autre, c'est une question sur laquelle on devrait vraiment, je pense, réfléchir et voir ce qui est possible, quoi. Par rapport à cette problématique-là, depuis plus de 10 ans, l'enseignement agricole au niveau national a développé ce qu'on appelle produire autrement. Oui. C'est-à-dire, moi en tant qu'ancien du lycée, à l'époque, on apprenait donc tout ce qui était pesticides. Mais ça fait plus de 10 ans que ce n'est plus... Ce qu'on va apprendre, c'est savoir ce que c'est, donc, ça s'appelle le certifito, mais surtout savoir quelles sont les méthodes alternatives, des purins, des cultures associées, des plantes qui vont servir de répulseurs. Ça fait plus de 10 ans que l'enseignement agricole au niveau national se penche dessus, parce que la problématique, que ce soit la problématique de vache folle, chlordécone ou autre, c'est que ça crée des scandales qui effraient et qui ont une incidence énorme. Donc après, il y a tout ce travail pour revenir, pour expliquer donc aux consommateurs que voilà, il y a eu cette problématique-là, mais ça fait des années que l'agriculteur a changé ses méthodes, s'est adapté, et bien souvent, ces choix étaient faits parce qu'on était dans une notion il fallait produire. Ça a été un peu le schéma de l'après-guerre. Il fallait produire, c'était autorisé. Donc souvent, le premier qui paie cela, c'est l'agriculteur. Donc maintenant, ça fait un moment que l'État, les agriculteurs font ce travail, produire autrement, que ce soit dans le cadre d'agriculture bio ou dans ce qu'on appelle de l'agriculture raisonnée. Voilà. Et donc, ce travail se fait, les 100 ans, tout ça, c'est pouvoir montrer que il y a des choses qui se font, il y a des agriculteurs, par exemple en allant chez Loïc, eh bien, voilà comment ils travaillent. Et puis ce n'est pas forcément simplement lâcher une graine et puis ça pousse. C'est une méthode, c'est des techniques. Voilà, et la communication va permettre de regagner cette confiance et de dire aux consommateurs, il faut consommer ce qui est produit là. Oui, parce qu'en plus, ça pollue, la mondialisation, j'aime bien le rappeler quand même, parce qu'on nous parle beaucoup des voitures, mais on fait exprès de ne pas nous dire que les conteneurs, c'est encore pire. On nous vend des chips aux pommes de terre plantées en Écosse, épluchées en Chine, découpées en Thaïlande, emballées en Polynésie, je sais pas, enfin bon, on enlève la Polynésie dedans qui n'a rien à voir. Mais c'est vrai que ce qu'on mange, ça se balade partout, et du coup ça nous pose un problème de production, parce qu'une fois, enfin pas de production mais de distribution, parce qu'une fois que nos agriculteurs ont travaillé, donc soit qu'ils vendent le produit brut, par exemple salade, tomate, ou soit le produit transformé. Est-ce que ça c'est une problématique que vous abordez dans les établissements? Est-ce qu'il y a au niveau des points de distribution une meilleure manière d'écouler les produits? On voit que partout on voit des produits qui viennent de l'étranger. Je vois par exemple, moi quand je vois les boutiques, on devrait trouver, par exemple, au niveau de l'aéroport, du bateau, on devrait trouver le ketchup de tamarin et tout. Non, au lieu de ça, on trouve des cartes de Guadeloupe en coco faites en Indonésie. Ça n'a aucun sens, on marche sur la tête. Donc, est-ce que ça, ce sont des
sujet que vous abordez lorsque vous parlez de la réalité du territoire, parce qu'après, il faut que les jeunes, une fois qu'ils ont fini d'être formés, il faut qu'ils puissent s'installer. C'est le but quand même. C'est ce qu'elle disait, la notion de gestion de coûts. Lorsque l'on plante, on décide de planter, on doit savoir déjà comment on va commercialiser, quel circuit, quelle est la finalité du produit, quelle forme il va prendre. Et c'est ce qu'elle disait dans la partie gestion, réflexion. Ce n'est pas quand j'ai planté que j'arrive à mi-parcours, je me dis, comment je vais vendre ça, à qui je vais vendre ça. Alors c'est vrai que ça a été le cas pendant longtemps, et Mme Passy le disait, la structuration de la filière permet justement d'avoir cet accompagnement et d'anticiper sur tout cela au moment où on va commencer à faire ses semis. Donc oui, en cours, bien sûr. Il y a deux choses que les jeunes doivent apprendre à faire pour s'installer. De grands mots, il y a plein de choses que vous devez apprendre, mais c'est savoir combiner ce qu'on appelle un itinéraire technique avec un itinéraire économique. Et c'est vraiment toute cette vision-là qu'il faut avoir. Si tu te lances sans avoir pensé ces deux itinéraires, tu vas avoir des soucis pour fonctionner, quoi. Parce que si c'est pas fait comme ça, aujourd'hui tu as 3 agriculteurs qui se réveillent, ils voient que le temps est propice, ils vont planter 2 hectares de tomates. Parce que voilà, au moment en fin de production, tu vas te retrouver avec plusieurs agriculteurs, la même production. Donc si on ne réfléchit pas à ça, c'est là où on se retrouve avec de la tomate à 50 centimes et quelques mois après, elle est à 8 euros. Donc déjà, le fait de structurer les filières, ça pourrait aider à structurer aussi un marché. Et j'aime bien rappeler que c'est le consommateur qui paie à chaque fois les pots cassés. Le consommateur ne peut pas comprendre comment de quelques mois à l'autre il peut payer une tomate à plus de 8 euros et 50 centimes quelques mois après. L'exemple parfait, c'est le piment végétarien. Aussi, c'est la même chose. Le normal du piment végétarien, c'est 3 à 5 euros le kilo. Et en ce moment, il est monté jusqu'à 35 euros. Il doit être autour de 20, 28, autour de ça. Et ça, c'est alors que dans 2-3 mois, des agriculteurs m'ont dit qu'il va redescendre à 8 euros le kilo. Et c'est une problématique aussi qu'on a ici en tant qu'agriculteur, c'est qu'on est dans une zone à risque en matière de conditions climatiques. Donc, d'un mois à l'autre, les prix peuvent complètement varier. Et par rapport à la surproduction, quand la tomate c'est intéressant à produire, par exemple, comme tu l'as dit plus tôt, il y a la question de la conservation qui se pose. Et c'est pour ça que l'agrotransformation, ça peut être intéressant aussi, parce que grâce à des ateliers bien structurés, on peut avoir des produits finis en conserve, par exemple, ou de la tomate confite, ketchup, qu'on peut commercialiser sur plusieurs mois pour ce qu'on n'aura pas réussi à vendre frais, par exemple, ou les tomates abîmées, ou voilà, donc faire en sorte, et ça c'est important dans l'élaboration d'un projet, faire en sorte que de A à Z, tout soit valorisé. Comme tu l'as dit, le manioc, les feuilles, le bois, la tuberculée peut être utilisé. La tomate, donc transformer la tomate. L'association de culture, grâce à l'association de culture, on peut produire sur plusieurs niveaux. Et c'est bien parce que sur nos petites surfaces, ça peut être une solution assez intéressante pour optimiser le revenu, avoir une production plus stable si on a par exemple 3 hectares, sur 2 hectares on va avoir une production avec un débouché stable, on sait qu'on pourra assurément vendre notre production, et sur les 1 hectare avoir plusieurs petites productions comme ça où on sait, et c'est pour ça que j'aimerais intégrer la notion de partenariat, où c'est important qu'on aura des partenaires à qui si on ne vend pas le produit en direct, on sait qu'à côté on a tel agrotransformateur avec qui je peux travailler, avec qui je peux écouler le produit, parce que comme le développement de l'agrotransformation est assez important, on a beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Aujourd'hui, les agrotransformateurs n'ont pas assez de production locale et importent. Par exemple, l'igname. On abordait cette question-là avec un cours avec M. Lasserre, que les agriculteurs ne produisent plus d'igname parce que ça ne se vend plus en tant que tubercule. Mais pour la transformation, c'est très utilisé, alors que ils produisent plus d'igname parce que ça se vend plus, mais les agrotransformateurs importent de l'igname pour le transformer. Donc c'est là où il y a un problème, alors que l'igname, ça se vend à un prix assez intéressant quand même. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de créer des réseaux de communication et d'échange pour que chacun ait des niveaux d'attente qui soient cohérents les uns des autres. Et c'est ça que je pense qu'il manque en Guadeloupe aujourd'hui au niveau de l'agriculture, c'est cet échange. Le collectif. Voilà, c'est un notion de collectif qui n'est pas assez développé. Structuration et collectif. Voilà, c'est les deux, structuration et collectif. Voilà, c'est ça. Mais on observe tout de même, depuis la crise Covid, on observe une multiplication des marchés.
le marché du Mou, le marché de Sainte-Anne, le marché, etc. Et puis une multiplication aussi des primeurs. Et chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, certains primeurs font aussi de la transformation, de l'agro-transformation en direct, et ça marche du feu de Dieu. J'ai passé 1 heure chez un primeur, dernièrement j'étais en visite de stage. Le gars avait un atelier, un labo intégré à son unité, et les gens, ça défilait, que ce soit des chips de toutes sortes de choses, du jus, etc. etc. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Ce soir, en plus, nos produits locaux sont super bons. En fait, moi, maintenant, je suis devenue feignante pour faire à manger, j'arrête pas de le dire. J'achète ma viande, j'achète mes pots. Donc, il y a toutes sortes de trucs, moutarde, piment, confit, piment, tout ce que vous voulez. Et hop, je mets ça dans un bol, je mélange ça. Et j'ai même plus besoin d'aller faire quoi que ce soit d'autre comme assaisonnement. Et après, on fait que de mettre ça dans le four. Et c'est super bon, tout ça produit localement. Merci à tous de nous avoir suivis. On reviendra bien évidemment très rapidement, puisque bon là, je me suis dit, j'attends quand même de voir ce qui va se passer demain, puisque il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez peut-être entendu, le président Emmanuel Macron est attendu de pied ferme justement par les agriculteurs qui ont les mêmes problématiques qu'ici, concurrence en termes de produits, importation de choses qui peuvent produire au niveau local. Donc je suis tout ça et je reviens très rapidement vers vous avec cette fois-ci plutôt des syndicats agricoles afin qu'on puisse vraiment parler de la crise et des problématiques et des difficultés. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants et joyeux anniversaire, joyeux 100e anniversaire de formation en Guadeloupe. À la semaine prochaine. Beau week-end à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez, au revoir.